Bonjour, donc avec cette vidéo on va analyser un point très particulier concernant la nationalité française puisque le texte 821 qui a été adopté à l'Assemblée nationale parle justement de ce sujet puisque on est sur la nationalité française. Donc beaucoup de gens commencent à se poser des questions sur la nationalité française, le passeport, etc. Et à raison. Et à raison, c'est d'ailleurs la raison du titre de cette vidéo, de la vignette, c'est que on tombe en fait de plus en plus sous la coupe de partis socialistes. Alors quand on parle de partis socialistes, c'est pas nécessairement des partis qui s'appellent socialistes, mais ce sont des partis dont la pratique, elle est socialiste, si vous voulez. Un socialiste, pour moi, essentiellement, ce qui fait la différence entre la gauche et la droite, si vous voulez, c'est que la gauche, le socialisme en général, fait confiance au système, alors que la droite, elle fait confiance plutôt à l'individu. Alors c'est en bien ou c'est en mal, peu importe, mais si vous voulez, voilà, la référence du socialisme, c'est le système, la référence de ce qui n'est pas socialiste, donc de la droite, c'est plutôt l'individu. Donc on peut le voir tout à fait dans ce qui s'est passé dans l'histoire. Je veux dire, les gens qui sont pas nécessairement trop jeunes vont se rappeler qu'il y a eu la chute de Berlin, du mur de Berlin. On va voir, on est vraiment dans cette idée-là. La chute du mur de Berlin en 1989, qui a été un événement particulièrement marquant de l'histoire, je dirais. Il faut bien comprendre que à partir donc de l'année suivante, l'année 1990, donc ça fait il y a maintenant 35 ans, le monde a vraiment changé. C'est-à-dire que si vous voulez, il n'y a pas eu de mouvement historique plus important que quelque part la chute du mur de Berlin et ce qu'on appelle la chute du mur de fer. C'est vraiment quelque chose de constitutif de notre civilisation. Parce que quelque part, ça a permis tout le reste en fait, si vous voulez. Je ne veux pas aller dans le détail, c'est pas le but de cette vidéo de faire une vidéo historique, mais voilà. Simplement, je voudrais quand même faire un petit rappel, qui est quand même un rappel très important en 2024. Je veux dire, c'est très très important. Si vous n'intériorisez pas ça, ce que je peux comprendre, vous avez peut-être pas l'âge qu'il faut pour vous rappeler de ce genre de choses, mais ça a marqué la jeunesse quand même de pas mal de gens qui ont un certain âge maintenant. Il y avait la peur de la bombe atomique, très clairement, à ces époques-là. Vous aviez aussi le mur de fer. Vous allez sur Wikipédia, encore une fois, je vais passer très rapidement là-dessus, c'est pas l'objet, mais quelque part, vous allez comprendre qu'à un moment donné, vous allez devoir vous poser peut-être cette question. Donc on parle du mur de fer, on explique un peu le pourquoi du mur de fer. Mais à partir de 1950, le phénomène devient alarmant, car parmi les fuyards, on comptait un fort pourcentage de personnel qualifié. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a eu le mur qui a été mis, je vais vous montrer le schéma. Voilà, vous aviez un mur de fer, voilà, c'était barbelé comme ça tout au long de la frontière entre les pays du pacte de Varsovie, donc l'Union soviétique, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie. Le statut de la Yougoslavie était un petit peu particulier, je crois me rappeler. Et donc, si vous voulez, vous aviez cette barrière-là et elle permettait quoi? Eh bien, elle permettait justement d'éviter que les personnels qualifiés, je veux dire, vous êtes actuellement en France, vous êtes ingénieur, vous avez un certain niveau de vie, vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes créateur de richesse, vous faites partie de ces personnels qualifiés. Donc à un moment, ils se rendent bien compte que les choses vont plus et ils essayent de s'en aller ailleurs. On a tous eu des amis argentins, des amis qui venaient comme ça de pays un peu lointains, qui étaient des gens assez qualifiés, qui sont venus en France par exemple, pour trouver un peu la tranquillité, etc. et qui ont pu partir. Donc si vous voulez maintenant, le truc c'est que c'est vous qui risquez de vous trouver dans cet état-là. Il faut bien comprendre une chose, c'est très important à comprendre, très très important à comprendre, pour que vous puissiez comprendre le reste de la vidéo. C'est que
vous êtes quelqu'un, disons, de la classe moyenne, on va dire, vous avez un peu réussi dans la vie. Quand je dis un peu, je veux même pas trop parler en termes de salaire, mais vous avez quand même un certain bagage intellectuel. Vous faites tourner le pays. C'est ça, vous faites tourner le pays. Vous n'êtes pas fonctionnaire, vous travaillez dans le privé, et à un moment donné, eh ben, si vous voulez, l'État a besoin de vous. Je veux dire, si vous n'êtes pas là, il n'a rien pour traire, il n'a rien pour manger, et à ce moment-là, l'État périclite. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, vous devenez une ressource fondamentale de cet État qui est devenu insatiable. Et donc, si vous voulez, ça se passe partout dans ce type de régime, et malheureusement, eh ben, c'est ce qu'on voit avec ce projet de loi, hein, nationalité française, etc. Eh ben, à un moment donné, vous vous posez la question, vous vous dites, bon, bah alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Et plus la situation se dégrade, hein, plus les gens veulent partir. Mais évidemment, l'État n'est pas fou. À ce moment-là, il prend des contre-mesures, il ne peut pas laisser partir de cette hémorragie des élites et des travailleurs. Parce que, si vous voulez, au départ, ça touche les couches les plus élevées de la société, on va dire. Et puis petit à petit, ça descend dans des gens qui sont, on va dire, de moins en moins reconnus par le système. Je veux dire, c'est très bête, mais un plombier, par exemple, un plombier, il a une valeur énorme quelque part. Sans un plombier, sans les plombiers, on va dire, vous ne pouvez pas faire fonctionner une ville. C'est pas possible, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une ville si les plombiers n'existent pas. Si vous n'avez pas d'électricien, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui fonctionne correctement. Ça ne marche pas. Des informaticiens, vous perdez vos informaticiens, vous revenez au Moyen-Âge. Ce n'est pas de la plaisanterie, c'est la réalité. Donc, quand vous commencez à prendre des mesures socialistes qui font fuir les gens, et quand je parle de mesures socialistes, comprenez-moi très bien, je ne parle pas que de mesures de gauche, je parle aussi de mesures qui peuvent être prises par les partis de droite, mais des mesures de type socialiste. Hein. Ben à ce moment-là, vous obtenez ça, parce que les gens partent, et plus la situation se dégrade, plus les gens qui sont le moins haut dans l'échelle sociale, qui ont le moins réussi, ils ont intérêt à partir. Il arrive un moment où même le plombier, même l'électricien de base, il se retrouve à être forcé de partir. Il ne peut pas faire autrement. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'État perd sa force vive. Et à ce moment-là, ils sont obligés donc de mettre en place des lignes de démarcation, l'établissement d'une frontière, d'une bande de contrôle de 10 mètres de large, d'un secteur de protection de 500 mètres et une zone interdite d'accès de 5 km, sur une bande de contrôle de 10 mètres, clôture barre de fer fut implémentée. Ce barrage de la première génération fit tomber le nombre d'émigrants, il parle bien d'émigrants, à 100 000 par an. Parce que, je veux dire, à un moment donné, les Français qui vont commencer à partir, ce ne seront plus des expatriés. Ça va devenir des immigrants. Ça veut dire des gens qui vont partir ailleurs de manière définitive. Hein. C'est ça qui va se passer. Donc, ensuite, il y a tout un tas de trucs. Et puis, ça ne suffisait pas. Donc, la troisième génération réside dans la mise en place de la mine antipersonnelle SM-70, engin à tir automatique installé sur des poteaux dissuasifs par excellence. Vous voyez, à partir des années 70, ils ont commencé par tirer sur les gens qui voulaient partir. Parce que, si vous, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là, hein, dans des situations de socialisme, hein? Et encore une fois, je vous dis, le socialisme, il n'est pas que à gauche. Hein. Il n'est vraiment pas que à gauche. C'est à partir du moment où on veut faire un système, éventuellement les partis de droite peuvent prendre des mesures comme ça, surtout en France, où on connaît même pas ce que c'est que le libéralisme économique, on sait pas ce que c'est. Hein. Donc on se retrouve, les pays de l'Est se sont retrouvés à un moment à devoir tirer sur leur propre population qui voulait partir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau de catastrophe ils en étaient arrivés pour pouvoir braver ce type de voyage.
Euh, je veux dire, c'est absolument fou. C'est absolument fou. Mais il y a des pays qui en sont arrivés là. Alors vous allez me dire, ouais, c'était il y a 30 ans. Ah ouais, c'était il y a, enfin 35. Mais il y a 35 ans, il y a 40 ans, s'il n'y a pas si loin que ça. Et faut bien comprendre une chose, c'est que ces gens-là, comme ils représentent l'État, ils représentent la souveraineté, ils se croient absolument tout permis. Donc le tout permis, à un moment, ça arrive à ce genre de choses-là. Il faut faire très très attention. C'est extrêmement grave, hein. C'est extrêmement grave. Moi, je connais un certain nombre de gens qui sont venus de l'étranger, qui ont pris la nationalité française. Ça m'avait jamais semblé une idée, comment dire, nécessairement fantastique, mais bon, finalement, ils l'ont fait. Euh, Maintenant, il y a des conséquences. Je veux dire, il faut bien comprendre où ça va aller. Parce que, si vous voulez, ce qui se passe, on le voit, à mon avis, on le voit déjà, si vous voulez. Sauf que c'est caché, enfin, c'est pas, personne ne censure, je veux absolument pas dire ça, c'est qu'on s'en aperçoit pas. Mais si vous voulez, on a 3 millions de Français qui sont partis à l'étranger actuellement. C'est très très important. Je pense que par rapport à il y a 30 ans, peut-être le nombre a dû doubler de Français à l'étranger. À l'époque où moi j'ai commencé à m'expatrier, il n'y avait pas beaucoup de Français qui vraiment s'expatriaient, etc. Et je pense que maintenant, 30 ans après, le chiffre a dû à peu près doubler. Mais comprenez bien une chose, c'est pas normal du tout. Un pays comme la France, normalement, c'est un pays où les gens ne devraient pas s'expatrier parce qu'il y avait tout ce qu'il faut, tout était bien en France. La situation a beaucoup changé en 30 ans. En 30 ans, d'autres pays, même des pays en voie de développement à l'époque, proposent maintenant, aujourd'hui, en 2024, comment dire, un environnement de vie qui est à la hauteur de ce qu'on peut trouver en France, disons, voilà, dans certains coins, etc. Pas nécessairement les meilleurs, mais quelque part, c'est plus du tout la pauvreté qu'il pouvait y avoir avant, que j'ai connu dans certains pays, qui était un truc ahurissant, mais c'est plus le cas. C'est vraiment plus le cas. La mondialisation a fait que tous les pays en voie de développement, en fait, ont vraiment monté en qualité de vie, hein. Alors même si ça se voit pas nécessairement dans les chiffres, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi il y a tant de Français qui sont expatriés? Parce qu'à un moment donné, les gens de qualité, je veux dire, quand vous créez, il y a beaucoup de gens qui veulent créer une boîte en France. C'est un peu leur problème, je dirais. Ils sont... Alors évidemment, si vous venez des bonnes familles, si vous avez fait les bons diplômes avec les bonnes relations, etc., l'argent, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que la question, vous ne l'êtes jamais posée. Peut-être qu'il faudra commencer à vous la poser malgré tout, parce que à un moment donné, voilà. Mais sinon, si vous avez vécu cette expérience, je voulais monter une boîte en France, c'est facile. Vous allez faire une petite signature en bas d'un papier. Il n'y a rien de plus facile. Le problème, c'est après. C'est tout l'amoncellement administratif, tout le boulet administratif qui fait que vous devez payer des gens. Enfin, vous devez avoir des contraintes administratives pour que des gens puissent vous contrôler, pour que quelque part ces gens puissent être payés, pour que ces gens votent pour les bons. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc si vous voulez, le jour où vous prenez conscience de ça, eh ben, vous vous tirez, et puis éventuellement, ou bien vous pouvez avoir la chance de, dès le départ, aller à l'étranger, hein, vous êtes stagiaire, vous montez une boîte à l'étranger, vous montrez une structure à l'étranger, et vous n'allez jamais avoir tout ce même genre de problème, même si c'est plus difficile à monter la boîte au départ à l'étranger. Il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. La vie de l'entreprise, elle va quand même être beaucoup plus simple que ce que vous avez en France. Moi, j'ai entendu des histoires, franchement, ça fait dresser les cheveux sur la tête, ça fait peur, mais peur, tu te dis, putain, jamais je monte une boîte là-bas, quoi, jamais. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui partent, ce sont nécessairement des gens qui sont des créateurs de richesse, ce sont des gens, ils ont une grosse qualité. Alors on va me dire, ouais, ils gagnent l'argent et tout. Non, oui, bien sûr, ils gagnent de l'argent, mais c'est pas tout en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez des gens qui réussissent dans un pays, ça se voit avec les grands sportifs. Vous avez des grands sportifs,
ces mecs-là, ils réussissent. Vous avez, les jeunes ont envie de leur ressembler. Vous avez des chanteurs, des groupes de musique. Vous avez envie de ressembler aux gens que vous aimez. C'est normal. Ils ont réussi. Les gens les admirent et tout ça. C'est très positif. Vous avez envie de les ressembler. Ça fait une émulation dans la société. Ça permet de monter la société vers le haut. C'est comme ça que la société française a pas arrêté de monter vers le haut pendant pas mal de temps. Mais c'est plus le cas. Et ces gens-là sont partis. Ces gens-là sont partis à l'étranger. Vous n'avez plus l'émulation. Je vais prendre, c'est pas du tout mon domaine, mais prenez un grand sportif par exemple. Le mec, il gagne beaucoup d'argent, d'accord? Et puis, mais il y a une réussite. Ça donne envie aux jeunes. Ça donne envie, même pas aux jeunes, même aux gens tout court, de se dépasser pour réussir des choses mieux, pour s'enrichir et accessoirement pour enrichir le pays. Ça donne aussi là, une notion de respect. Ça donne vraiment tout un tas de bonnes choses positives pour le pays. Mais ces gens-là, ils partent. Donc, ils sont des exemples pour ceux dans le pays dans lequel ils arrivent. Mais en France, ils ne servent pas d'exemple du tout. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents par leur expérience, par leur exemple. Et c'est ça que la France a perdu de plus en plus, perd de plus en plus. Et c'est quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un gars qui va partir, bah, il y en a 10 qui n'auront pas cette exemplarité. Et finalement, la France, elle est tirée vers le bas. Et le problème, c'est que le fait que la France soit tirée vers le bas, ça profite aux partis qui ont des façons de penser les choses socialistes, parce que comme ça appauvrit la société, quelque part, ça leur donne raison. Donc à ce moment-là, il y a de plus en plus de gens qui votent pour eux, et c'est un cercle vicieux jusqu'à la chute du mur, parce que de toute façon, toutes les sociétés communistes ont toutes terminé pareil, ou socialistes, hein, c'est pareil. Toutes les sociétés ont terminé pareil, elles ont toutes terminé par une chute du mur. Toutes. Donc voilà où je voulais en arriver en introduction. Et on va parler de la nationalité française. Parce que la question qui va se poser, je pense assez rapidement en fait, c'est est-ce qu'il faut garder la nationalité française? Alors maintenant, avant d'aborder la nationalité française, on va aborder la nationalité d'un pays dont les ressortissants sont dans la même situation, la même. C'est les États-Unis. Ça vous choque, hein? Bah ouais, c'est les États-Unis. Donc vous voyez, là, vous avez un passeport américain et la personne, wealthy expat, dit « Do I regret renouncing my US citizenship ?» Ce qui veut dire, en français, est-ce que je regrette d'avoir renoncé à ma citoyenneté américaine? Je veux dire, c'est juste hallucinant. Hallucinant. Comment vous pouvez... Moi, avant de faire toute cette série de vidéos sur ce sujet, je n'imaginais pas que c'en était à ce point-là. Mais vous vous rendez compte, les gens, ils sont citoyens américains. Et à cause de ce type de projet de loi, hein, de taxation sur la nationalité, en fait, ces gens-là veulent renoncer au passeport américain. C'est tout juste fou, en fait. Hein. Et c'est pas le seul. Là, je vous en ai cité 2 exemples sur YouTube. Hein, vous voyez, vous avez 5 citizenships to avoid like the plague, à éviter comme la peste. Hein, donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu vous avez citizenship-based taxation, hein, par exemple. Donc, vous avez... et il parle des pays où c'est basé sur ce genre de sujet, quoi. Et évidemment, vous avez les États-Unis. Lui, typiquement, nomade capitaliste, c'est un gars qui était américain, aussi qui a laissé tomber la citoyenneté américaine de manière à ne plus tomber là-dedans. Donc, allez faire une petite recherche sur YouTube, vous allez trouver très très vite, en fait, qu'il y a vraiment beaucoup de gens, et il y a même un business qui s'est créé
autour de l'abandon de la nationalité américaine, c'est juste fou en fait. Et à cause de ça, parce que si vous voulez, c'est comme dans les pays socialistes du rideau de fer, derrière le rideau de fer, à un moment donné, les gens veulent plus accepter ce genre de situation. Donc ils partent, non seulement ils partent, mais en plus ils abandonnent la nationalité. Alors vous imaginez bien que si des gens sont prêts à renoncer à la citoyenneté américaine, ce qui est quand même quelque chose d'assez monstrueux, la nationalité française, elle fait pas trop de poids dans l'idée, quoi. Donc vous avez ensuite, sur le service public, hein, la nationalité française d'un enfant né de parents étrangers à moins de 18 ans. Donc vous avez vérifié les conditions à remplir pour refuser la nationalité française. Donc voilà, vous avez un certain nombre de conditions. Alors, il faut faire attention en fait sur le refus de la nationalité française. Ce qui est très important à retenir dans cette histoire, vous avez un timing. Hein. Vous avez un timing, c'est très important. Il faut respecter un timing. Ça veut dire que j'ai vu des youtubeurs qui disaient oui, il faut changer de nationalité au plus vite. Mais en fait, non, c'est pas exactement que ça se passe. Vous devez faire très attention à la manière dont vous changez votre nationalité. En fait, c'est la perte, c'est un truc tout à fait officiel, hein, perte volontaire de la nationalité française. C'est là. Et si vous voulez, vous avez une question de timing. Donc, il faut que vous ayez obtenu une autre nationalité, ça c'est important. Hein, et surtout, le plus important, c'est ça. Vous pouvez faire la déclaration à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère. Et surtout, c'est surtout tout important, et au plus tard dans l'année suivante, la date de cette acquisition. Ça, c'est fondamental. Hein. Donc c'est pour ça, il ne faut pas nécessairement vous précipiter pour avoir une double nationalité si vous avez que la nationalité française. Il faut bien faire attention à ça. Ça veut dire que à partir du moment où vous faites l'acquisition d'une nationalité étrangère, vous avez 1 an pour renoncer à votre nationalité française. Après, c'est trop tard. Donc ça veut dire éventuellement, si vous en avez déjà une double nationalité, ça veut dire éventuellement, il faut que vous acquiriez une 3e nationalité quelque part, de manière à pouvoir être dans ce timing. C'est important, c'est très très important. Voilà. Après, j'imagine peut-être il y a peut-être des possibilités en termes d'attaquer l'État sur des choses du style les droits de l'homme et ce genre de choses-là. Hein. Je veux dire. Et puis donc vous avez, voyez, envoyé la déclaration, mais le point sur lequel je tenais vraiment à insister, c'est faites attention à ça. Hein. Faites attention à ce timing. De plus, vous devez nécessairement avoir la nationalité étrangère. Hein, vous pouvez pas, enfin la loi française en tout cas, ne permet pas de ne pas avoir de nationalité française. Donc vous devez nécessairement bien enchaîner le truc. Ce qui fait que si vous avez été entre guillemets prévoyant il y a 5 ans et que vous avez changé il y a 5 ans, malheureusement, vous n'êtes pas dans cette catégorie-là. Parce que c'est trop tard. Hein. Et donc, ça veut dire que vous devez refaire le processus de faire l'acquisition d'une nationalité autre pour pouvoir remettre les compteurs à zéro, en fait. Hein. C'est un peu l'idée. Alors, moi, je ne suis pas avocat, donc je peux vous dire que faites attention. Je ne peux pas vous dire, il faut que vous consultiez un avocat sur le sujet. Hein. Je pense que ça existe. Vous avez pas mal de choses qui existent dans ce cas-là. Et donc, ça peut vous permettre de renoncer à la nationalité française comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est important de bien faire attention à cet aspect-là. Donc voilà où je voulais en venir. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc c'est possible, mais vous devez faire attention. Alors ensuite, vous avez... voilà. Et puis si vous êtes né en France de parents étrangers, c'est pareil. C'est entre 17 ans et demi et 19 ans. Vous avez... il faut avoir une autre nationalité, ne pas être engagé dans l'armée française,
voilà, enfin, il y a quand même tout un tas de choses qui sont qu'il faut faire attention. Euh, bah, pas d'engagement dans les. Ça peut être assez compliqué, hein. Vous avez tout un tas de. C'est pas simple, hein, généralement. Euh, C'est pas simple, hein, de laisser tomber la nationalité française parce qu'évidemment, le système veut pas vous laisser partir. Mais le truc, c'est que peut-être ça risque de devenir de plus en plus compliqué à l'avenir. Donc, quelque part, voilà, c'est un. Alors maintenant, peut-être une solution, disons, alternative, on va dire, bah, c'est peut-être finalement d'essayer de trouver un pays européen, un pays de l'espace Schengen, relativement plus raisonnable, où il n'y a pas toute cette folie socialiste bah, à ce moment-là refaire vraiment toute sa vie. Mais ça veut dire bon, ça veut dire nécessairement vous êtes déjà expatrié dans ce pays, vous avez appris la langue, vous connaissez la culture, vous maîtrisez un peu les choses, vous vous sentez bien dans le pays. Je veux dire, à ce moment-là, vous pouvez circuler librement, voilà. Mais faites attention quand même, hein. Il y a quand même, bon, il faut quand même faire attention au truc, hein. Ça veut dire quelque part, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous commencez à entamer ces démarches, etc., vous pouvez pas revenir non plus trop fréquemment en France pendant trop longtemps, parce qu'à ce moment-là, au-delà des textes, si vous voulez, vous avez aussi des fonctionnements du style que c'est euh, à la personne de faire la preuve de tout un tas de choses. Et donc, quelque part, si vous partez de France, de la nationalité française, bah, ça veut dire que c'est vraiment définitif. Bon, maintenant, quel sera l'avenir? Le problème, si vous voulez, c'est qu'en 1920, je sais pas, j'y tiens, mais 1900, en 2024, le problème, c'est qu'on a 2 ans et demi d'incertitude politique, en fait. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr de rien, en fait, jusqu'aux prochaines élections présidentielles en 2027. Parce que bah, la situation, elle va devenir intenable, quoi. En termes budgétaires, en termes de lois, ça va être compliqué, ça va être nécessairement, ça va être des lois populistes, nécessairement, ça va être de la démagogie, nécessairement, et puis à qui mieux, parce que vous avez des élections maintenant, voilà, on est en octobre, donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dans 8 mois, vous avez les élections. Probablement dans 6 mois, vous avez le début d'une campagne électorale qui risque d'être aussi très populiste, très démagogique, où tous ces gens-là vont essayer de trouver des boucs émissaires, de se faire haïr les gens les uns contre les autres pour que eux puissent garder leur petite place. Rien n'est fait, il y a pas de, à l'heure actuelle, il n'y a aucune loi qui parle de réformer l'économie française pour en faire quelque chose de plus productif, hein. La seule chose qu'on veut, c'est récupérer l'argent, c'est traire la vache ou tondre le mouton, et tondre le mouton. Et voilà, tant que la vache, elle pourra produire du lait, bah voilà, elle sera traite, hein. Et donc, ça sera comme ça cette année, ça sera comme ça l'année prochaine, ça sera comme ça l'année d'après, parce que ça sera comme ça en 2025, ça va être comme ça en 2026, et ça va être comme ça début 2027, juste avant les élections présidentielles. Donc ça va être un enfer malheureusement. Et si vous voulez, c'est pas parce qu'une loi passera pas une année qu'elle passera pas l'année suivante. C'est pas parce que voilà, donc il va se passer tout ce genre de trucs là. On voit l'agitation qui est créée à l'Assemblée nationale. Quelque part, c'est un peu le même genre d'agitation qu'il y avait dans les pays qui sont tombés dans le totalitarisme quelques années plus tard.
la différence qu'il y a entre maintenant et la situation qu'on pouvait avoir avant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les partis qui sont maintenant socialistes, hein, de droite comme de gauche, en fait, ce sont des partis qui n'ont pas, contrairement à ce qu'on croit, enfin, je veux dire, les gens peut-être manquent de culture politique, mais ils n'ont aucun programme, ils n'ont pas de colonne vertébrale idéologique comme c'était le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, n'importe quel parti de gauche, de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite avait une colonne vertébrale idéologique. C'est terminé, ça n'existe plus. Aucun parti en France, en ce moment, en 2024, n'a de colonne vertébrale idéologique. C'est juste des gens qui sont préoccupés par leur petit poste, leur petite retraite à eux, pour le coup, hein, parce que ceux des autres, ils n'en ont rien à carrer. Vu que la retraite en France, c'est profondément injuste, quoi. Je veux dire, entre les fonctionnaires où on compte leurs tarifs à partir de 6 mois avant le départ en retraite, et le privé c'est 25 ans, alors qu'il y a tous les chômages, tous les trucs comme ça, c'est juste un scandale sans nom, quoi, je veux dire. Et ils en ont rien à carrer, puisque de toute façon ils en profitent. Donc c'est vraiment une vraie catastrophe, quoi. Et le problème, voilà, c'est qu'on est là-dedans. On est dans une séquence qui va être une séquence très difficile. On est dans une séquence très difficile et vous l'avez bien vu au niveau de la dette publique, c'est une catastrophe. Donc, quelque part, vraiment, la question de la nationalité, elle se pose. Hein, elle se pose. Mais il y a une question qui, à mon avis, ne se pose pas. C'est un peu l'objet de la vignette que j'ai mis dans cette vidéo. C'est avec ça que je vais conclure. Pour moi, il y a une question qui ne se pose pas. À partir du moment où vous pensez que vous êtes dans la catégorie si vous pensez que vous êtes dans la catégorie des gens qui peuvent être les émigrants, hein. Donc vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes même cadre dans le privé. Dans le privé, hein, de toute façon, le public, si vous voulez, ils vont régner sur des ruines. C'est ça le problème. Ça a été le problème de pays socialistes. Hein, c'est-à-dire que tout a été fait pour l'État, pour le public. Évidemment, le public est un monopole. Si vous voulez, le monopole, par définition, c'est catastrophique, que ce soit dans le capitalisme ou dans le socialisme. De toute façon, le monopole, c'est une catastrophe. Parce que à un moment donné, vous avez des gens qui sont là pour se servir. Alors, que ce soit capitaliste ou socialiste, c'est pareil. L'ennemi, c'est le monopole. Donc, vous allez tomber sous un monopole, et là, ça va être un monopole d'État. Et donc, à partir du moment où vous faites partie de personnel qualifié, hein, on ne parle pas nécessairement de gens qui ont fait des grandes études, parce qu'eux, ils sont du côté de l'État, hein. À partir du moment où vous êtes qualifié, vous avez, je sais pas, quelque chose comme un CAP, un BEP de plomberie, etc. Vous avez un bac professionnel, vous êtes spécialiste en informatique, spécialiste des réseaux sociaux, vous êtes dans cette catégorie-là. À partir de ce moment-là, il arrivera un moment où dans ces 3 ans, vous aurez sans doute à prendre la décision de partir. Moi, je pense que à partir du moment où on veut s'expatrier, où ça commence vraiment à prendre forme, à vrai dire, je pense qu'on commence à pressentir que ça va être indispensable, il faut partir tout de suite. Il faut partir tout de suite, parce que vous avez vu qu'il y a une histoire de délai de 10 ans, hein, mais il n'y a pas que ça, c'est à un moment donné, ils vont peut-être passer des lois pour empêcher les gens de partir. Parce que si vous voulez, l'effet d'une loi, de ce type de loi, hein, c'est pas que... Enfin, le principal effet de ce type de loi, c'est pas que les gens vont être... parce que la France, c'est pas les États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est un pays riche, pas la France. La France, on dégringole dans les classements internationaux. On est en train vraiment de s'écrouler. Donc, si vous voulez, le problème qui se passe, c'est que ça, si vous voulez, c'est le signe
qu'on désigne les gens les expatriés comme des boucs émissaires. Donc ça veut dire à un moment donné, tout ce qui va ressembler à quelque chose d'un peu productif, d'un peu entre guillemets, je n'ose même pas appeler ça d'élitiste, parce qu'un plombier ou un électricien ou un ne fait pas partie de l'élite, mais si vous voulez, il fait partie du productif. À un moment donné, vous allez avoir des lois qui vont faire en sorte pour que on finisse par empêcher les gens de partir. Parce qu'ils vont comprendre que bah, finalement, ça rapporte pas nécessairement tant d'argent que ça. Et puis, comme il va falloir désigner des boucs émissaires, etc., bah, ils vont trouver que finalement, bah, il faut peut-être commencer à empêcher les gens de partir. À ce moment-là, vous allez avoir deux types de lois qui vont être mises en place. Vous allez avoir le contrôle d'échange. Ça veut dire qu'à un moment donné, bah, ils vont faire en sorte pour que les gens ne puissent pas mettre leur argent ailleurs qu'en France. Donc à ce moment-là, ils vont fermer les... Déjà, vous avez vu, hein, pour prendre quelques milliers d'euros sur un compte en banque en France, c'est une croix, la croix et la bannière. Enfin, c'était comme ça il y a 10 ans. Ouais. Maintenant, j'imagine que ça ne s'est pas amélioré. Donc là, bah, tous les mécanismes sont déjà en place, hein, au niveau de votre argent pour contrôler tout ça et vous empêcher de partir. Et puis il y aura à la fin, je veux dire, l'Allemagne actuellement commence à mettre brutalement des contrôles aux frontières. Je veux dire, qu'est-ce qui empêche la France de mettre des contrôles aux frontières pour empêcher les gens juste de partir, hein. À un moment donné, si l'Allemagne, ça a été accepté par tout le monde, qu'elle puisse faire ce genre de, entre guillemets, exception, ben on comprendra très facilement que l'État français, pour des raisons tout à fait louables, hein, de souveraineté, évidemment, de justice fiscale, etc., ben, finissent par être obligés de faire la même chose, juste empêcher les gens de partir. Parce que si vous voulez, pour l'instant, vous avez peut-être des gens qui sont faciles à montrer du doigt, hein, qui sont faciles, je veux dire, les retraités, les riches, voilà, on se rappelle un peu de la rhétorique, hein, qui date quand même d'il y a quelques dizaines d'années. Et bah, il va arriver un moment, bah, je sais pas, le plombier, il y a un plombier, il va aller en Allemagne, ça manque probablement de plombiers en Allemagne, il va s'apercevoir qu'il est reçu à bras ouverts, il va s'apercevoir qu'il gagne plus d'argent qu'en France, qu'il n'est pas chassé, qu'il peut utiliser de l'argent liquide, il n'est pas traité comme un voleur ou je sais pas quoi. Et il va se dire, bah quand même, finalement, l'Allemagne, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis l'Allemagne, il manque de force vive. Je suis pas persuadé que les Français qui arrivent en Allemagne soient mal reçus actuellement, hein. Surtout pour y travailler, etc. Donc bah, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le mot va se donner à travers les plombiers, et puis on va avoir, bah, comme les plombiers polonais en fait, sauf que là, ça va être les plombiers français en Allemagne, ou ailleurs d'ailleurs. C'est vraiment, vraiment une catastrophe. Je pense que vraiment, et dans le truc, ce qui me fait un peu rire, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait, ils ont menti à leurs propres électeurs finalement, parce qu'ils leur racontent qu'ils sont pour protéger la diversité, machin, un truc comme ça. Déjà, j'en vois pas beaucoup dans leur rang, mine de rien. Et deuxièmement, en fait, c'est tout à fait contre les intérêts, justement, des gens qui sont, bah, quelque part, à se déplacer entre les pays, etc. Donc, c'est juste un truc assez fou, quand même, hein. C'est un truc fou. C'est un truc de fou. Voilà. Bah, écoutez, bonne journée.